Mon mari a vidé le compte épargne de notre fille pour s'enfuir avec sa maîtresse. J'étais anéantie, persuadée que notre vie était finie, que l'avenir de ma fille était brisé par l'homme qui avait juré de nous protéger. Mais alors que je sombrais dans le désespoir, ma fille de 16 ans, Léa, m'a regardée avec un calme glacial et a dit « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupée. » Je ne comprenais pas, mais quelques jours plus tard, quand il a appelé en hurlant depuis son paradis tropical, j'ai compris qu'il avait terriblement sous-estimé notre fille. Avant de vous raconter comment ce cauchemar a commencé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires quelle ville ou quel pays vous habitez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cette histoire. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans. Pendant 15 ans, j'ai cru vivre un conte de fées moderne dans notre bel appartement du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Pharmacienne, j'avais une carrière stable, un métier que j'aimais et qui nous assurait une vie confortable. Mon mari, Antoine, était le rêveur du couple. À 40 ans, il avait le charme d'un éternel adolescent, toujours plein d'idées de projets qui allaient changer le monde. Il y avait eu le projet de bar à vin, puis l'application mobile révolutionnaire, et plus récemment, une obscure société de conseil. Sur le papier, nous étions le couple parfait, la femme pragmatique et le mari créatif. En réalité, j'étais la seule ancre financière de notre navire familial. Chaque projet d'Antoine se terminait de la même manière, un échec cuisant et des dettes que je devais discrètement éponger, puiser dans mes économies, pour préserver l'harmonie et l'estime de soi de mon mari. Notre plus grande fierté, notre trésor, c'était Léa. Notre fille de 16 ans. Dès sa naissance, j'avais ouvert un compte épargne pour ses études. Chaque mois, sans faute, je versais une somme. C'était plus qu'un simple compte en banque, c'était la promesse d'un avenir brillant pour elle, le symbole de tous mes sacrifices, de toutes mes heures supplémentaires. C'était ma façon de lui dire, ma chérie, le monde t'appartient, et je ferai tout pour que tu aies les clés. Antoine, bien sûr, trouvait l'idée merveilleuse, mais sa contribution s'était limitée à des encouragements verbaux. Ces derniers mois, une ombre s'était glissée dans notre quotidien. Antoine était devenu distant, irritable. Le soir, il restait des heures sur son téléphone, le visage illuminé par l'écran, un sourire secret aux lèvres. Quand je m'approchais, il verrouillait l'appareil nerveusement. Il parlait d'une nouvelle opportunité en or, un projet si grand qu'il nécessitait une discrétion absolue. Il disait que c'était notre chance de devenir enfin vraiment riche, de ne plus dépendre de mon petit salaire de pharmacienne. Ces mots, prononcés avec une pointe de mépris, me blessaient, mais je mettais ça sur le compte du stress. Je l'aimais. Je voulais croire en lui, encore une fois. Je me disais qu'un homme ne change pas après 20 ans de vie commune. Je me disais que la fatigue le rendait simplement maladroit. J'essayais de me rassurer avec des souvenirs de nos débuts, de nos rires, de la complicité que nous partagions. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que quelque chose était cassé. Une fissure était apparue dans le portrait parfait de notre famille, et elle ne cessait de s'agrandir. Je refusais de la voir, terrorisée par ce qu'elle pourrait révéler. Je continuais à jouer mon rôle, à sourire, à payer les factures, à espérer. L'espoir est une chose terrible quand il nous aveugle. Je me souviens d'un soir, environ un mois avant le drame. Nous dînions tous les trois. Léa parlait avec enthousiasme de son projet d'étudier à l'étranger. Antoine a levé les yeux de son téléphone, un éclair étrange dans le regard. L'étranger, ça coûte cher, a-t-il dit. Mais ne t'inquiète pas, ton père a un plan pour ça. Il m'a fait un clin d'œil complice. À ce moment-là, j'ai cru qu'il parlait de son fameux projet. J'ai souri, pleine d'une gratitude stupide. Je pensais qu'enfin, il prenait ses responsabilités. La vérité, c'est qu'il avait bien un plan. Mais ce plan n'incluait ni moi, ni l'avenir de notre fille. Je l'ai laissé me bercer d'illusions, me vendre un futur doré pendant qu'il tissait sa toile de mensonges. J'étais sa partenaire, sa confidente, sa source de revenus. Mais ce que j'ignorais, c'est que dans l'ombre, une autre femme avait pris une place bien plus importante. La place de complice dans la destruction de notre vie. Comment ai-je pu être si aveugle ? La toile du mensonge d'Antoine s'est tissée lentement, fil par fil, avec une patience diabolique.
Tout a commencé par de petites demandes, des avances de trésorerie, pour son projet secret. Juste 500 €, ma chérie, pour les frais de dossier, disait-il avec un sourire désarmant. C'est un investissement, tu verras, ça nous rapportera 100 fois plus. Une semaine plus tard, c'était 1000 € pour rencontrer un contact important à Paris. J'hésitais. Mon instinct me criait de refuser, mais la peur du conflit, l'habitude de le soutenir, et cette stupide lueur d'espoir m'ont fait céder. Je me suis dit que c'était la dernière fois, le dernier effort avant la grande réussite qu'il me promettait. Je me mentais à moi-même, tout comme il me mentait. Puis, l'incident du collier a eu lieu. C'était un après-midi pluvieux de novembre. Je suis rentrée du travail plus tôt que prévu, épuisée. En voulant me changer, j'ai ouvert ma boîte à bijoux pour y déposer mes boucles d'oreilles. Mon cœur a raté un battement. Le collier de jade de ma grand-mère, la seule chose de valeur que j'avais d'elle, n'était plus là. Il reposait toujours au même endroit, sur un coussin de velours noir. Sa place était vide. J'ai fouillé partout, vidé la boîte, retourné mes tiroirs, le souffle court, la panique montant en moi. Ce n'était pas sa valeur monétaire qui comptait, c'était le souvenir, le lien avec cette femme que j'avais tant aimée. Quand Antoine est rentré, je lui ai montré la boîte vide, les larmes aux yeux. Il a joué la surprise et l'indignation à la perfection. Quoi? On a été cambriolé? Il a fait le tour de l'appartement, l'air affairé, avant de déclarer, c'est étrange, rien d'autre ne manque. L'ordinateur est là, la télévision aussi. Puis, il m'a prise dans ses bras. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est terrible, mais ce n'est que matériel. On ne va pas appeler la police pour si peu, ça ne servirait qu'à nous créer des ennuis administratifs. Je te promets, dès que mon projet aboutit, je t'achèterai le plus beau collier de Lyon pour remplacer celui-ci. Il était si convaincant, si attentionné. J'ai voulu le croire. Mais le soir, au dîner, Léa a planté une graine de doute. C'est bizarre, maman, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Un cambrioleur qui ne prend qu'un seul bijou, pas très voyant, dans une boîte pleine? Il n'a même pas pris l'argent que tu laisses dans le tiroir de l'entrée. C'est un voleur très sélectif. Sa logique d'adolescente était implacable. J'ai senti un frisson glacial me parcourir. Léa, ne dis pas de bêtises, ai-je répondu un peu trop sèchement. Ton père a raison, c'est juste un triste hasard. Mais le regard de ma fille ne me quittait pas, un regard plein de pitié et d'inquiétude. À partir de ce jour, j'ai commencé à remarquer les détails. Des détails que j'avais ignorés auparavant. Une facture de restaurant pour 2 personnes dans un établissement chic où nous n'étions jamais allés. Il a prétendu que c'était un « dîner d'affaires ». Une odeur de parfum féminin, sucré et entêtant, sur le col de sa chemise. C'est la nouvelle commerciale de la boîte, elle est un peu trop expansive, a-t-il ri. Il avait une explication pour tout, et chaque explication était une insulte à mon intelligence. Mais j'étais piégée. Admettre la vérité signifiait admettre l'échec de mon mariage, l'effondrement de ma vie. Alors, je me suis tue. Le pire, c'est qu'il a utilisé ma propre douleur contre moi. Il me voyait triste à cause du collier et en profitait. Tu vois, ma chérie, si tu me fais confiance avec ce projet, tu n'auras plus jamais à te soucier de perdre quelque chose de précieux. On aura tout ce qu'on veut. Il me présentait son mensonge comme la solution à un chagrin qu'il avait lui-même causé. C'était d'une cruauté sans nom. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, sentant que quelque chose ne va pas mais sans preuve concrète, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à chercher la vérité au risque de tout faire exploser, ou auriez-vous choisi de préserver une paix fragile? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. J'ai choisi la paix fragile. J'ai choisi de fermer les yeux, d'ignorer les alarmes qui sonnaient dans ma tête. Je me suis accrochée à l'image de l'homme que j'avais épousé, pas à celle de l'étranger qui dormait à mes côtés. J'ai choisi l'aveuglement volontaire. Mais la vérité, elle, n'attend pas qu'on soit prêt à l'accueillir. Elle frappe à la porte, et si on ne lui ouvre pas, elle la défonce. Et la porte de ma vie était sur le point d'être réduite en miettes. Le coup de grâce est arrivé un mardi matin. Un mardi gris et ordinaire qui allait devenir le jour le plus sombre de ma vie. Antoine m'a réveillée avec un baiser sur le front et une tasse de café.
C'était une attention si rare que j'aurais dû me méfier. Mon amour, a-t-il commencé, le ton plein d'un enthousiasme fin, c'est le grand jour. Je dois partir à Marseille pour 2 jours. Je vais signer le contrat final. Quand je reviendrai, notre vie aura changé. Il était déjà habillé, une petite valise à ses pieds. Il avait l'air excité, presque fébrile. Il a embrassé Léa, qui le regardait avec une étrange intensité, et lui a promis de lui ramener un cadeau de la taille de ses rêves. Puis il est parti, me laissant avec une tasse de café tiède et un mauvais pressentiment qui me serrait la gorge. La journée à la pharmacie a été interminable. Je n'arrivais pas à me concentrer, repensant à son regard, à sa hâte. Ce n'était pas de l'excitation professionnelle, c'était autre chose. Une sorte de fuite. Le soir, en rentrant, l'appartement me semblait vide, silencieux. J'ai essayé de l'appeler pour lui souhaiter bonne nuit. Son téléphone était éteint. Il doit être en pleine négociation, me suis-je dit, sans y croire une seconde. C'est là que j'ai vu l'email. J'avais ouvert mon ordinateur portable pour consulter mes comptes, une habitude machinale. Une notification de ma banque a attiré mon attention. Confirmation de transaction importante. Mon sang s'est glacé. Je n'avais fait aucune transaction importante. J'ai cliqué. Et mon monde a basculé. L'écran affichait le relevé du compte épargne de Léa. Une seule ligne. Une seule transaction. Un virement sortant. Le montant, 45 000 €. La totalité. Chaque centime que j'avais mis de côté pendant 16 ans. Le bénéficiaire, Antoine Durand. La date, ce matin même. Le compte était vide. 45 000 €. Envolé. Je n'arrivais plus à respirer. Un son étranglé est sorti de ma gorge. J'ai relu les chiffres, encore et encore, espérant une erreur, un bug informatique. Mais les chiffres restaient là, cruels, implacables. C'était réel. Il l'avait fait. Il avait volé l'avenir de sa propre fille. La douleur était physique. Une lame de glace plantée dans ma poitrine. J'ai couru vers son bureau, les mains tremblantes, cherchant une explication, n'importe quoi. J'ai ouvert les tiroirs, jeté les papiers au sol. Et je l'ai trouvée. L'explication. Elle était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Glissée dans un livre, une pochette de voyage. À l'intérieur, 2 billets d'avion. Lyon, Port-Louis. Île Maurice. Aller simple. Date de départ, ce matin. Passager 1, Antoine Durand. Passager 2, Chloé Lambert. Chloé. Un nom que je n'avais jamais entendu. L'odeur de parfum sucré m'est revenue en mémoire. Les factures de restaurant. Le collier de ma grand-mère, probablement vendu pour financer ce début de nouvelle vie. Tout s'emboîtait dans une mosaïque de trahison parfaite. Je me suis effondrée. Assise par terre, au milieu des papiers éparpillés, je n'étais plus qu'un sanglot. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la confiance pulvérisée, 20 ans de vie commune réduits à un mensonge. C'était la prise de conscience que l'homme avec qui j'avais partagé mon lit, mes rêves, mes peurs, était un monstre capable de détruire sa famille pour une escapade au soleil. J'ai pleuré pour ma fille, pour son avenir volé. J'ai pleuré pour moi, pour ma stupidité, pour mon aveuglement. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Je me sentais seule. Totalement, absolument seule. C'était la fin. Il n'y avait plus rien à sauver. Il avait tout pris, tout brûlé. Alors que j'étais au fond du gouffre, persuadée que ma vie venait de s'arrêter, une main s'est posée doucement sur mon épaule. J'ai sursauté. C'était Léa. Elle se tenait là, dans l'encadrement de la porte, son visage d'adolescente étonnamment serein. Elle a regardé le chaos autour de moi, les billets d'avion dans ma main tremblante, et n'a montré aucune surprise. Ses yeux se sont posés sur les miens, clairs et déterminés. Puis, elle a prononcé une phrase qui a stoppé net mes sanglots et a fait basculer notre histoire. Une phrase qui a tout changé. Maman, a-t-elle dit d'une voix calme, presque trop calme. Ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupée. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Je l'ai regardée, hébétée.
Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Occupée de quoi? Mes mots étaient un murmure rauque, perdu dans le silence de notre appartement dévasté. Comment une adolescente de 16 ans aurait-elle pu s'occuper d'une telle catastrophe? Léa a soupiré, un soupir non pas d'adolescente exaspérée, mais de stratège fatiguée. Elle m'a aidé à me relever du sol et m'a assise sur la chaise de bureau d'Antoine. Assieds-toi, maman. Il faut que je t'explique. Ce qu'elle m'a raconté ensuite semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage. C'était l'histoire d'une fille qui aimait son père mais qui avait cessé de lui faire confiance bien avant moi. Le doute s'était installé en elle le jour où le collier de mon arrière-grand-mère avait disparu. Sa logique d'adolescente, que j'avais balayée d'un revers de main, était en fait le point de départ de sa propre enquête secrète. Je savais que ce n'était pas un cambrioleur, a-t-elle expliqué. Ça n'avait aucun sens. Alors, j'ai commencé à faire attention. Je l'ai vu cacher son téléphone, j'ai entendu des bribes de conversation. Il parlait d'une « nouvelle vie », de « tout laisser derrière lui ». Léa, qui avait toujours été douée en informatique, bien plus que nous, avait décidé d'utiliser ses compétences. Il y a quelques semaines, elle avait prétexté une inquiétude concernant les virus informatiques. « Papa, ton ordinateur n'est pas sécurisé. Laisse-moi installer un meilleur antivirus et un logiciel de protection. » Antoine, ignorant tout de la technologie, avait accepté sans se poser de questions. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en plus d'un antivirus, Léa avait installé un « keylogger », un petit programme discret qui enregistrait toutes les frappes au clavier. Ce n'était peut-être pas très éthique, mais face à la situation, c'était devenu une arme de défense. Grâce à cela, elle avait tout vu. Les emails passionnés échangés avec cette Chloé. Les recherches de vols pour des destinations exotiques. Les consultations de forums sur « Comment commencer une nouvelle vie à l'étranger ». Et surtout, elle avait vu ses tentatives répétées pour accéder au compte épargne, bloquées par les questions de sécurité auxquelles il ne connaissait pas les réponses, des questions que j'avais mises en place, le nom de mon premier animal de compagnie, la rue de ma première école. Ce matin, a continué Léa, j'étais dans ma chambre quand je l'ai entendu au téléphone dans le salon. Il chuchotait, mais je l'ai entendu dire ton nom de jeune fille et le nom de ton chien d'enfance. J'ai compris qu'il avait réussi à te soutirer les informations, probablement en te faisant croire que c'était pour une formalité administrative. Dès qu'Antoine a quitté l'appartement, Léa est passée à l'action. Elle a vu la notification du virement de 45 000 € du compte épargne vers le compte courant personnel d'Antoine. Elle savait qu'il ne lui restait que quelques heures, peut-être moins, avant qu'il ne transfère cet argent vers un compte à l'étranger ou ne le retire. Je connaissais son mot de passe pour accéder à sa banque en ligne, a-t-elle dit avec un haussement d'épaule. C'est la date de naissance de son club de foot préféré. Tellement prévisible. En quelques clics, Léa a pris le contrôle. Elle n'a pas essayé de retransférer l'argent, ce qui aurait pu être bloqué ou prendre du temps. Elle a fait quelque chose de bien plus intelligent. Elle a utilisé la totalité des 45 000 € présents sur le compte d'Antoine pour souscrire à un produit financier très spécifique, une assurance vie bloquée, avec une clause bénéficiaire unique. Le contrat était au nom de Léa Durand. Et la clause la plus importante, celle qui a tout changé, était que les fonds étaient inaccessibles jusqu'à sa majorité, soit ses 18 ans. De plus, le contrat stipulait que toute modification ou rachat anticipé nécessitait la signature des deux parents légaux. En l'absence d'un des deux, l'autre devenait le seul tuteur légal du contrat. Il ne peut pas toucher à cet argent sans ta signature, maman, a-t-elle conclu. Et je doute que tu aies très envie de signer quoi que ce soit pour lui en ce moment. L'argent est en sécurité. Son compte est à nouveau vide. Il est parti avec quelques milliers d'euros qu'il avait sur lui, tout au plus. Je la fixais, bouche bée. Ma fille de 16 ans venait de réaliser un coup de maître financier et stratégique qui aurait rendu fier n'importe quel avocat d'affaires. Elle avait non seulement sauvé son propre avenir, mais elle avait aussi désarmé son père, le laissant littéralement sans le sou au milieu de l'océan Indien. Les larmes sont revenues, mais cette fois, elles étaient différentes. C'étaient des larmes de fierté, de soulagement, d'un amour si immense que j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'ai serré ma fille dans mes bras, ma petite fille qui était devenue une lionne pour protéger sa mère. « Tu es incroyable », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. »
Antoine était dans un avion, volant vers sa nouvelle vie de luxe, sirotant probablement du champagne, se croyant le roi du monde. Il ignorait que son royaume venait de s'effondrer. Il ne savait pas que l'enfer financier l'attendait au bout du voyage. Et que se passerait-il quand il essaierait de payer sa première note d'hôtel? L'attente a duré 3 jours. 3 jours étranges, suspendus dans le temps. Léa et moi vivions dans une bulle, un mélange de chagrin et d'une étrange complicité victorieuse. Nous avons commandé des pizzas, regardé des films stupides, et nous avons parlé. Vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. J'ai vidé mon sac, lui racontant mes doutes, mes peurs, ma culpabilité de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Elle m'a écouté, sans jamais me juger, me tenant la main comme si nos rôles s'étaient inversés. C'est elle qui prenait soin de moi. Pendant ces 3 jours, je n'ai pas pleuré Antoine. J'ai pleuré la fin d'une illusion, et j'ai commencé à faire le deuil de l'homme qu'il n'avait jamais vraiment été. Le mercredi soir, alors que nous finissions nos devoirs de maths sur la table de la cuisine, une normalité presque absurde, mon téléphone a vibré. Le nom qui s'est affiché sur l'écran a fait sursauter mon cœur, Antoine. Un indicatif international précédait son numéro. L'île Maurice. Léa a levé les yeux vers moi. Mais le haut-parleur, a-t-elle murmuré. J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une force nouvellement m'envahir. Ce n'était plus la femme brisée d'il y a 3 jours qui allait répondre. C'était la mère d'une lionne. J'ai appuyé sur l'icône verte. Allô, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Le silence à l'autre bout du fil a duré 1 seconde, puis un hurlement a éclaté. Ce n'était pas la voix suave et charmeuse d'Antoine. C'était le cri d'un animal piégé. Élise. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien répondu, laissant sa fureur se déverser. L'argent. Où est l'argent? Mon compte est vide. Vide. J'essaie de payer l'hôtel, ma carte est refusée. On me traite comme un voleur. C'est une humiliation. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai jeté un regard à Léa. Un petit sourire flottait sur ses lèvres. Bonjour, Antoine, ai-je répondu d'un ton glacial. Je vois que ton séjour à Marseille se passe mal. Ah non, pardon. C'est l'île Maurice, n'est-ce pas? J'espère que le temps est agréable. Il y a eu un silence stupéfait. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à des pleurs, à des supplications. Comment tu sais? Ne change pas de sujet. Où est mon argent? Ce n'est pas ton argent, Antoine. C'était l'argent destiné aux études de ta fille. L'argent que tu as volé. Je n'ai rien volé. C'était un investissement. Pour nous. Pour notre avenir. Notre avenir? J'ai laissé échapper un rire sans joie. Notre avenir est à Lyon, dans cet appartement. Ton avenir, apparemment, s'appelle Chloé et se trouve à l'autre bout du monde. Comment va-t-elle, d'ailleurs? En fond sonore, j'ai entendu une voix de femme, aiguë et paniquée. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Ils disent que si on ne paie pas, ils appellent la police. Antoine a dû s'éloigner du téléphone. J'ai entendu des chuchotements furieux. Puis il est revenu, sa voix plus basse, sifflante de rage. Écoute-moi bien, Élise. C'est un malentendu. Je peux tout expliquer. Mais tu dois me renvoyer l'argent. Maintenant. Tu as ruiné mes plans. Tu es en train de tout gâcher. Moi, je n'ai rien fait, ai-je dit, savourant chaque mot. L'argent n'est plus disponible. Il a été placé, investi. Pour l'avenir de Léa. C'est un placement très sécurisé, tu devrais être content. Il est simplement bloqué. Pour un petit moment. Bloqué? Qu'est-ce que ça veut dire, bloqué? Ça veut dire que tu ne peux pas y toucher. Personne ne le peut. Pas avant que Léa ait 18 ans. Et même là, il faudra ma signature. C'est dommage, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était lourd de compréhension. Je pouvais presque l'entendre de l'autre côté de la planète, réalisant l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas été trahi par sa femme. Il avait été déjoué par sa fille de 16 ans.
C'est Léa, a-t-il balbutié, incrédule. C'est impossible. Tu l'as toujours sous-estimé, Antoine. C'est ta plus grande erreur. La rage a de nouveau explosé. Tu vas le regretter, Élise. Je te le jure. Je vais te détruire. Je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait, comment tu m'as piégé. Raconte ce que tu veux, ai-je dit, sentant le dernier lien qui me rattachait à lui se briser. Tu as choisi ta nouvelle vie. Assume-la. Au revoir, Antoine. Et j'ai raccroché. J'ai regardé mon téléphone, puis Léa. Un immense poids venait de quitter mes épaules. J'ai appuyé longuement sur son contact et j'ai sélectionné « Bloquer ce correspondant ». C'était fini. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais gagné une bataille, mais je ne savais pas encore qu'Antoine, acculé et humilié, allait déclencher une guerre bien plus sale. Et cette fois, le champ de bataille ne serait pas nos comptes en banque, mais ma réputation. La paix a duré moins de 24 heures. Privé d'accès direct à moi, Antoine a déchaîné sa fureur sur le seul terrain qui lui restait, l'opinion publique. Il a commencé sa campagne de démolition de la manière la plus lâche et la plus moderne qui soit, sur les réseaux sociaux. Le jeudi matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des messages d'amis, de collègues, de membres de ma famille éloignée. Tous posaient la même question, « Élise, ça va ?» J'ai vu le message d'Antoine. Le cœur battant, j'ai ouvert Facebook. Et là, épinglé en haut de son profil, visible par tous, se trouvait son chef-d'œuvre de manipulation. C'était une longue publication, accompagnée d'une photo de nous trois, prise l'été dernier. Nous sourions, l'air heureux. Une image de bonheur parfait, désormais utilisée comme une arme. Le texte était un tissu de mensonges poignants, écrit pour susciter la pitié et l'indignation. Mes amis, c'est avec un cœur brisé que je dois partager une terrible épreuve personnelle, commençait-il. Comme certains le savent, ma femme bien-aimée, Élise, traverse une période très difficile depuis quelque temps. Une dépression sévère, une sorte de burn-out qui l'a transformée. Elle est devenue méfiante, paranoïaque. J'ai tout essayé pour l'aider, pour la soutenir, mais sa maladie l'a emportée. Dans un acte de désespoir, elle a vidé tous nos comptes, y compris l'épargne de notre fille Léa, et m'accuse des pires maux. Elle me coupe de ma propre enfant. Je suis actuellement à l'étranger pour essayer de sauver un projet professionnel qui pourrait nous sortir de cette crise, mais je me retrouve bloqué, sans ressources, et le cœur en miettes. Priez pour elle, et priez pour que je puisse bientôt retrouver ma fille. La santé mentale est une bataille terrible, et parfois, elle fait des victimes innocentes. J'ai lu et relu, la nausée montant en moi. C'était diabolique. Il ne s'était pas contenté de mentir, il avait utilisé la stigmatisation des maladies mentales pour se poser en victime, en mari dévoué et en père aimant. Il m'avait peinte comme une folle dangereuse. En quelques phrases, il avait retourné la situation, transformant sa trahison en ma tragédie psychologique. Les commentaires affluaient déjà. Courage, Antoine, on pense fort à toi, pauvre Élise, je ne savais pas que ça allait si mal, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Il avait réussi. Il était en train de gagner la guerre de l'image. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, tremblante de rage et d'impuissance. Il ne m'avait pas seulement volé et trahi, il était en train de voler ma dignité, ma crédibilité. Comment pouvais-je me défendre contre ça? Si je répondais, j'aurais l'air de la folle hystérique qu'il décrivait. Si je ne disais rien, je laissais le mensonge s'installer. C'est là que ma petite sœur, Sophie, est entrée en scène. Sophie, qui avait toujours vu clair dans le jeu d'Antoine mais qui s'était tue par respect pour moi. Elle m'a appelé, sa voix dure comme l'acier. Je l'ai vue. Ne réponds rien. Laisse-moi faire. Avant que je puisse protester, elle avait raccroché. 5 minutes plus tard, une notification est apparue. Sophie avait commenté la publication d'Antoine. Ce n'était pas un commentaire. C'était une contre-attaque en règle. Antoine, a-t-elle écrit, puisque tu as décidé de laver ton linge sale en public, permets-moi de t'apporter un peu de lessive. La dépression de ma sœur a commencé étrangement au même moment où tu as vendu en secret le collier de notre grand-mère.
Sa paranoïa a dû atteindre son comble quand elle a découvert les billets d'avion pour l'île Maurice que tu as achetés pour toi et ta maîtresse, Chloé Lambert. Quant à la bataille pour la santé mentale, la seule personne qui semble avoir besoin d'aide ici, c'est un homme de 40 ans qui vole l'argent des études de sa fille de 16 ans pour s'offrir des vacances de luxe. Ma sœur, Élise, a passé les 20 dernières années à payer tes dettes, à financer tes projets ratés et à croire en toi. Elle n'est pas malade. Elle est juste réveillée. Et au lieu de prier pour elle, tout le monde devrait prier pour que tu aies un jour ne serait-ce qu'un dixième de sa force et de son intégrité. Quant à ta fille, elle est en sécurité, loin de ton influence toxique. Bon retour de voyage d'affaires. Le commentaire de Sophie a eu l'effet d'une bombe. Le silence s'est fait. Puis, lentement, les likes sur son commentaire ont commencé à grimper. Quelques amis courageux ont ajouté des messages de soutien pour moi. La marée était en train de tourner. La publication d'Antoine est restée en ligne encore 1 heure, le commentaire de Sophie trônant fièrement en dessous, comme un acte d'accusation publique. Puis, tout a disparu. Il avait supprimé sa publication. Il avait tenté de m'humilier, mais il s'était retrouvé exposé. Cette victoire m'a donné une force nouvelle. Il m'avait sous-estimé. Il avait sous-estimé ma fille. Et il avait sous-estimé ma sœur. Il pensait pouvoir m'isoler, mais il avait oublié une chose essentielle. Un homme qui construit sa vie sur des mensonges est toujours seul, tandis qu'une femme qui a vécu dans la vérité, même douloureuse, est souvent entourée par un amour authentique. Et cet amour était sur le point de devenir mon armure pour la prochaine étape, le divorce. Comment allait-il réagir face à une procédure légale, sans plus aucune carte à jouer? La publication Facebook supprimée n'était pas une fin, mais un signal. Le signal que je devais agir vite et fort. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, une avocate spécialisée en droit de la famille, réputée à Lyon pour sa ténacité. Dans son bureau sobre et élégant, j'ai tout déballé. L'historique des projets d'Antoine, les dettes que j'avais payées, le collier volé, les billets d'avion, le compte vidé, et bien sûr, la contre-attaque brillante de Léa. J'ai fourni les relevés de compte, les captures d'écran des emails que Léa avait récupérés, et une copie de la publication Facebook diffamatoire. Maître Dubois m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Durand, a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme, ce que vous avez subi s'appelle une faute grave. L'adultère est une chose, mais le détournement des biens de la communauté et la tentative de nuire à votre réputation sont des armes que nous allons utiliser. Votre mari a commis une erreur monumentale. Ces mots ont eu l'effet d'un baume. Pour la première fois, une professionnelle validait ma douleur et me donnait des outils pour me battre. Nous avons immédiatement lancé la procédure de divorce pour faute. La requête était blindée, chaque affirmation étayée par une preuve. Pendant ce temps, Antoine faisait face à une autre réalité. Selon les informations que Sophie a pu glaner auprès d'amis communs, son retour en France a été un désastre. Chloé, réalisant qu'elle avait misé sur un cheval perdant, l'avait abandonné à l'aéroport de Port-Louis après une dispute spectaculaire. Il avait dû appeler ses propres parents, des retraités modestes vivant en Normandie, pour qu'ils lui paient un billet de retour en classe économique. Le roi déchu rentrait au pays, non pas en conquérant, mais en fugitif fauché. Il a dû croire qu'il pouvait encore me manipuler, me faire flancher par la pitié. 1 semaine après le début de la procédure, il a commis sa dernière, et plus grande, erreur. Il est venu à la pharmacie. J'étais au comptoir, en train de conseiller une cliente, quand je l'ai vu entrer. Il était méconnaissable. Le bronzage de l'île Maurice ne parvenait pas à cacher ses traits tirés, sa barbe de 3 jours et le désespoir dans ses yeux. Il portait les mêmes vêtements que lors de son retour. Il s'est approché du comptoir, ignorant la file d'attente. « Élise, a-t-il commencé, la voix tremblante. Il faut qu'on parle. »« Je n'ai rien à te dire, Antoine, ai-je répondu froidement, sans le regarder. »« S'il te plaît, pars. Je suis au travail. »« Non, écoute-moi, a-t-il insisté, sa voix montant d'un cran, attirant l'attention des autres clients. »« J'ai fait une erreur. La plus grosse erreur de ma vie. J'étais perdu, j'étais sous pression. Cette femme, elle m'a manipulé. Il a osé.
Il a osé rejeter la faute sur elle. S'il te plaît, Élise, a-t-il continué, et à ma grande horreur, des larmes ont commencé à couler sur ses joues. C'était un spectacle pathétique. Annule tout ça. On peut arranger les choses. Pense à Léa. Pense à notre famille. Je me suis redressée. J'ai posé la boîte de médicaments que je tenais et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé. Je voyais un étranger, un acteur médiocre dans la pièce tragique de sa propre vie. Pensez à Léa, ai-je dit, ma voix basse mais portant dans le silence de la pharmacie. C'est exactement ce que je fais. Je la protège de toi. Tu parles d'erreur, Antoine, mais voler 45 000 € à ta fille, ce n'est pas une erreur. Vendre un bijou de famille pour payer des restaurants à ta maîtresse, ce n'est pas une erreur. Essayer de me faire passer pour folle aux yeux du monde entier, ce n'est pas une erreur. Ce sont des choix. Tes choix. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec. Il a essayé de protester, de m'attraper la main par-dessus le comptoir. Nathalie, ai-je appelé ma collègue, sans le quitter des yeux. Appelle la sécurité, s'il te plaît. Le mot « sécurité » l'a fait sursauter. Son visage s'est décomposé. La pitié a laissé place à la haine. Tu es sans cœur, a-t-il sifflé. Tu es en train de me détruire. Non, Antoine, ai-je répondu calmement. Tu as fait ça tout seul. Le vigile est arrivé et l'a escorté dehors, sous le regard médusé des clients. Je l'ai regardé partir, sa silhouette affaissée disparaissant dans la rue. Je ne ressentais ni tristesse, ni colère. Juste un vide immense, et la certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Le naufrage était complet, et il était le seul capitaine de son navire en perdition. La confrontation était terminée. Mais quelle vie m'attendait maintenant, après avoir coupé les ponts de manière si spectaculaire avec mon passé? La sortie théâtrale d'Antoine de la pharmacie a marqué la fin de ses tentatives de confrontation directe. La procédure de divorce, menée de main de maître par maître Dubois, a été d'une rapidité surprenante. Face à l'avalanche de preuves, l'avocat d'Antoine lui a conseillé de ne pas contester. Le divorce pour faute a été prononcé à ses torts exclusifs. J'ai obtenu la garde exclusive de Léa, et la pleine propriété de notre appartement, la banque ayant constaté que j'étais la seule à avoir remboursé le prêt depuis des années. Il est reparti avec ses dettes personnelles et l'obligation de verser une pension alimentaire qu'il n'allait probablement jamais pouvoir payer. Les premiers mois de notre nouvelle vie ont été étranges. L'appartement semblait à la fois plus grand et plus silencieux. Il n'y avait plus la tension constante, l'attente d'une nouvelle crise, d'un nouveau projet raté. Il n'y avait que nous deux. Léa et moi. Nous avons décidé de nous réapproprier l'espace. Un week-end, armé de rouleaux et de pots de peinture, nous avons repeint le salon dans une couleur vive et joyeuse, effaçant le beige ennuyeux qu'Antoine avait toujours insisté pour garder. Nous avons changé les meubles de place, vendu sur le bon coin le fauteuil dans lequel il passait ses soirées à comploter sur son téléphone. Chaque changement était un acte symbolique, une façon de dire « ceci est notre maison maintenant. Notre sanctuaire. » Notre relation a changé, elle s'est approfondie. Nous n'étions plus seulement mère et fille, nous étions une équipe. Des partenaires qui avaient traversé une tempête ensemble. Nous avons commencé une nouvelle tradition, le « vendredi aventure ». Chaque vendredi soir, nous essayons quelque chose de nouveau. Un petit restaurant dans un quartier inconnu de Lyon, une séance de cinéma, une promenade le long des quais du Rhône, même un cours d'escalade où nous avons ri de notre maladresse. Nous redécouvrions la joie simple d'être ensemble, sans l'ombre de ces mensonges planant au-dessus de nous. Lentement, prudemment, j'ai aussi commencé à penser à moi. Mes amis, qui m'avaient soutenu sans faille, m'ont poussé à sortir, à me reconnecter avec le monde. Au début, j'étais réticente. L'idée d'une relation amoureuse me terrifiait. Comment faire confiance à nouveau? Puis, j'ai rencontré Mathieu. C'était lors d'un dîner chez des amis communs. Il était professeur d'histoire dans un lycée, un homme doux, avec des yeux rieurs et une passion pour les vieilles pierres de Lyon. La conversation avec lui était facile, naturelle. Il ne parlait pas de projets grandioses, mais de ses élèves, de ses voyages en Italie, de son amour pour la cuisine. Il m'a posé des questions sur mon travail, sur mes passions, et il a écouté.
Vraiment écouter. Nous avons commencé à nous voir. Des cafés, des visites de musées, des balades dans le parc de la Tête d'Or. Il n'y avait pas de drame, pas de montagnes russes émotionnelles. Juste une gentillesse constante, un respect palpable. Quand je lui ai finalement raconté mon histoire, de manière concise, il n'a pas montré de pitié. Il a simplement dit, « Tu as été incroyablement forte. Toi et ta fille. » Cette validation simple, sans jugement, a signifié plus pour moi que n'importe quelle grande déclaration. Les nouvelles d'Antoine me parvenaient par bribes, via Sophie qui les entendait elle-même. C'était un tableau pathétique. Après avoir été mis à la porte par ses parents qui ne supportaient plus son apitoiement, il avait trouvé refuge chez un vieil ami, dormant sur un canapé. Il enchaînait les petits boulots précaires livreurs, manutentionnaire mais n'en gardait aucun plus de quelques semaines, se plaignant toujours que c'était en dessous de ses compétences. Ses grands projets étaient devenus une blague amère qu'il racontait dans les bars. Il était l'ombre de l'homme charismatique qu'il avait été, un fantôme errant dans les ruines de sa propre création. Un soir, alors que Mathieu et moi rentrions d'un concert, il a pris ma main. « Élise, a-t-il dit doucement, je sais que tu as beaucoup traversé. Je ne veux pas te brusquer. Mais je veux que tu saches que je suis très heureux quand je suis avec toi. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis regardé dans le miroir. Les cernes sous mes yeux s'étaient estompées. Un léger sourire flottait sur mes lèvres. Je commençais à reconnaître la femme que je voyais. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. La vie reprenait ses droits, plus belle et plus authentique qu'avant. Je pensais que le chapitre Antoine était définitivement clos. Mais juste au moment où l'on croit que le passé est enterré, il a parfois une dernière chose à dire. Et cette chose est arrivée sous la forme d'une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur, qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que cela pouvait encore être ? L'enveloppe était fine, anonyme. Mon premier réflexe a été la peur. Une nouvelle tentative d'Antoine ? Une menace ? Mes mains tremblaient légèrement en la déchirant. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pliée en 4. L'écriture était fine, élégante, incontestablement féminine. Il n'y avait pas de formule de politesse. La lettre commençait directement. « Madame Durand, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre nom. Je m'appelle Chloé. Je suis la femme avec qui votre mari a prévu de refaire sa vie. » Mon souffle s'est coupé. Chloé. L'autre femme. La complice. J'ai failli froisser le papier et le jeter. Quelle audace! Mais une curiosité morbide m'a poussé à continuer. Qu'est-ce que cette femme pouvait bien avoir à me dire ? Je ne vous écris pas pour m'excuser, continuait la lettre. Les excuses seraient inutiles et hypocrites. Je vous écris parce que je pense que vous méritez de connaître la version complète de l'histoire. Pas pour le pardonner lui, mais peut-être pour vous comprendre vous-même, et la nature de l'homme que vous avez aimé. Elle racontait leur rencontre lors d'un séminaire pour entrepreneurs. Antoine s'était présenté à elle comme un homme d'affaires brillant mais incompris, piégé dans un mariage sans amour avec une femme, froide et matérialiste, qui ne croyait pas en ses rêves. Il lui avait décrit un quotidien misérable, une prison dorée dont il cherchait désespérément à s'échapper. Il lui avait promis la lune, une nouvelle vie sous les tropiques, une entreprise qu'ils dirigeraient ensemble, une passion qui ne s'éteindrait jamais. Il m'a dit que vous contrôliez toutes les finances, écrivait-elle, et qu'il avait dû mettre de l'argent de côté en secret pendant des années, un héritage de sa grand-mère, disait-il. Il m'a présenté le voyage à l'île Maurice non pas comme une fuite, mais comme une libération. Notre libération. En lisant ces lignes, je n'ai pas ressenti de la haine pour elle. J'ai ressenti une étrange pitié. Elle aussi, elle avait été dupée. Elle avait cru à un personnage, à une histoire inventée de toutes pièces pour servir ses propres intérêts égoïstes. La suite de la lettre décrivait leur séjour à l'île Maurice. Les premiers jours idylliques, puis la panique d'Antoine quand ses cartes ont été refusées. Elle a décrit sa transformation, le prince charmant est devenu un monstre furieux, paranoïaque, l'accusant, elle, de lui avoir porté malheur. Il est devenu verbalement violent, puis a commencé à boire plus que de raison. J'ai compris à ce moment-là que tout était un mensonge, écrivait-elle. L'homme brillant n'existait pas. Il n'y avait qu'un petit garçon effrayé,
incapable d'assumer les conséquences de ses actes. Je l'ai quitté à l'hôtel et j'ai utilisé mes propres économies pour rentrer en France. Je ne l'ai jamais revu. Puis venait la partie qui m'a glacé le sang. La raison principale pour laquelle je vous écris est la suivante. Juste avant notre départ, Antoine m'a convaincu d'investir dans son projet. Il m'a montré des plans, des prévisions financières, tout semblait si réel. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un dernier apport pour débloquer des fonds plus importants. J'y ai cru. Je lui ai fait un virement de 10 000 €. C'était toutes mes économies. Je sais maintenant que je ne reverrai jamais cet argent. Il ne vous a pas seulement volé, vous et votre fille. Il m'a volé aussi. 10 000 €. Il avait donc financé une partie de sa fuite avec l'argent de sa maîtresse. L'ironie était tragique. Il n'était pas un grand séducteur qui avait tout sacrifié par amour. C'était un simple escroc, un parasite qui se nourrissait des espoirs et des finances de toutes les femmes qui avaient le malheur de croiser sa route. La lettre se terminait ainsi, je ne demande rien. Je voulais simplement que vous sachiez que vous n'étiez pas folle, ni froide, ni matérialiste. Vous étiez juste la première sur sa liste. Cet homme est un trou noir. Il aspire tout ce qui l'entoure. J'espère que vous et votre fille vous en sortirez. Vous le méritez. J'ai replié la lettre. Je ne me sentais plus en colère. Je me sentais vide. Et étrangement, libéré. Cette lettre n'était pas une attaque, c'était une confirmation. La confirmation que le problème n'avait jamais été moi. Le problème, c'était lui. Sa nature profonde, incapable de construire, seulement de détruire. J'ai marché jusqu'à la cheminée, j'ai allumé une allumette et j'ai regardé la lettre de Chloé se consumer, les mots de trahison et de douleur se transformant en cendres. C'était le dernier fantôme de mon passé. Il était temps de le laisser partir. Maintenant, la voie était libre. Vraiment libre. Plus de secrets, plus de mensonges cachés. Juste la vérité, nue et simple. Et un avenir à écrire, sur une page entièrement blanche. Mais comment écrit-on un avenir quand les fondations de votre passé ont été dynamitées? 1 an a passé. 1 an de reconstruction, de première fois, de petits pas en avant. Nous sommes en décembre. Les lumières de Noël scintillent sur les balcons de Lyon, mais cette année, elles ne me rappellent plus la trahison. Elles symbolisent la lumière que nous avons trouvée au bout du tunnel. Ce soir, notre appartement est rempli de rires. Nous organisons une petite fête. Pas une grande réception formelle, mais un rassemblement chaleureux. Il y a Sophie et son mari, mes plus proches amis, et Mathieu. Léa est là, bien sûr, rayonnante, discutant avec ses amis qu'elle a invités. Elle a été acceptée dans l'école de commerce de ses rêves à Paris. Son avenir, qu'Antoine avait tenté de voler, est plus brillant que jamais. Le compte en banque que j'avais ouvert pour elle est intact, et même un peu plus garni grâce aux intérêts. C'est le symbole de notre victoire. Mathieu me rejoint dans la cuisine, me passant un bras autour de la taille. Tout va bien, me demande-t-il doucement. Je souris, un vrai sourire qui vient du cœur. Tout est parfait. Et c'est vrai. La vie n'est pas un conte de fées, mais elle est devenue authentique. Ma relation avec Mathieu est basée sur le respect, le partage, et une honnêteté simple. Il ne me promet pas la lune, il m'aide simplement à la regarder briller. Le chemin pour arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Il y a eu des jours de doute, des nuits où la colère revenait me hanter. Mais à chaque fois, je regardais Léa, je pensais à la force qu'elle m'avait donnée, et j'avançais. J'ai appris que le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit à celui qui nous a blessés. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. J'ai pardonné à Antoine non pas pour le dédouaner, mais pour me libérer du poids de la haine. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne lui souhaite rien du tout. Il est simplement sorti de mon univers. L'histoire de ma vie a été marquée par une trahison financière et émotionnelle dévastatrice. Mais cette épreuve m'a appris la leçon la plus importante de toutes, ma valeur ne dépend pas de l'approbation ou de l'amour d'un homme. Elle réside en moi. Dans ma capacité à travailler, à aimer, à me relever après une chute. J'ai perdu un mari, mais j'ai gagné mon indépendance, ma dignité et une relation indestructible avec ma fille. C'est un échange que je ferai à nouveau sans hésiter.
J'ai appris que la confiance est précieuse et qu'elle doit se mériter. J'ai appris que les comptes en banque peuvent être vidés, mais que la force intérieure est une ressource inépuisable. J'ai appris que parfois, il faut tout perdre pour enfin se trouver. Mon histoire est celle d'une chute vertigineuse, mais aussi d'une renaissance. Elle a commencé par un acte de destruction et s'est terminée par un acte de création, la création d'une nouvelle vie, plus forte, plus saine, et infiniment plus heureuse. Cette épreuve m'a enseigné que protéger sa paix intérieure et sa sécurité financière n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie et d'amour-propre. Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour vous protéger ou protéger votre famille? Avez-vous déjà dû reconstruire votre vie à partir de zéro? J'aimerais beaucoup lire vos expériences et vos leçons de vie dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Et si mon parcours vous a touché, si vous croyez en la capacité de surmonter les épreuves, merci de laisser un « j'aime » sur cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience et de force. Rappelez-vous toujours, même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Et parfois, il brille encore plus fort qu'avant. Merci de m'avoir écouté.